Ce sont du coup c'est du matériel qui va être utilisé déjà par nos apprenants et nous laissons aussi par la même occasion la possibilité à nos apprenants de pouvoir s'équiper par ce biais-là. Et puis une autre chose, nous avons un gros volet alternance et il est vrai qu'aujourd'hui on travaille avec pas mal d'entreprises locales, donc on essaye toujours de leur passer un petit mot au niveau de leur parc informatique, puisque vous savez qu'il y a un renouvellement relativement régulier qui se fait au niveau des parcs informatiques des structures, et on fait remonter l'information directement auprès de ces structures-là, afin qu'elles puissent collecter ce matériel et le revaloriser. Je pense que c'est un bon point de départ, en tout cas en termes de complémentarité de ressources et le travail commun de structures. Merci. Pour regarder un peu mon timing, parce qu'on a dit qu'il ne fallait pas que je déborde, on va passer au point suivant et je vais passer la parole aux autres intervenants et de toute façon l'idée c'est de compléter les points de vue afin qu'on ait une vision globale et à la fin il y aura des questions aussi où on pourra creuser. Est-ce que quelqu'un veut prendre le sujet de comment est-ce qu'on crée un projet global en intégrant différentes perspectives et visions? Donc l'idée de ce thème c'était comment est-ce qu'avec avoir un objectif commun qui nourrit les objectifs individuels de chacun des acteurs. Moi, ça me parle pas mal quand même ce sujet-là. Un projet global en intégrant différentes perspectives et visions, ça ressemble beaucoup au type des tiers-lieux. Les tiers-lieux, c'est des espaces hybrides où comment, avec des citoyens, des acteurs de quartier, de territoire, faire un projet commun. Et voilà, ça aurait pu être une définition du tiers-lieu, donc c'est rigolo. Et par rapport au numérique, nous, on fait pas mal la promotion du libre et de l'open source. Et à La Réunion, on est quand même bien équipé en acteurs dans ce domaine. On a Communauté, on a TBA, on a des solutions pour les ANAP qui commencent à se mettre en place, où le libre et l'open source sont bien mis en avant. Et on voit que c'est aussi des solutions qui peuvent s'adapter, être résilientes, un peu comme les tiers-lieux. Et on arrive à avoir des choses qui, par on va dire les différentes perspectives de chacun, on arrive à faire des outils communs qui peuvent servir à tout le monde. Donc moi je trouve qu'à La Réunion on commence à être assez fort et ces solutions commencent à être développées aussi pour des projets en métropole. Et donc voilà, je voulais souligner ce point-là et je trouvais que c'était une bonne approche. Merci. Nous, alors, en tout cas sur l'individuel et du collectif, en préambule, je me suis présentée, j'ai présenté les projets que nous portions en tant qu'Institut de travail social. Donc nous, c'est plutôt le prisme de la formation. Par ce prisme, en 2019, le ministère du Travail et de l'Emploi, juste avant le confinement, Covid, etc., avait lancé un appel à projet. Nous, ça faisait quelques années qu'on déployait des modules dans ce qu'on appelle en e-learning, des capsules numériques. Et voilà, on était plutôt au balbutiement du numérique. Et quand on a vu passer cet appel à projet, on s'est dit, ok, c'est sympa, mais seul on ne peut pas y aller. Seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller plus loin. C'est un proverbe, je pense que vous connaissez tous. On s'est donc associé avec d'autres partenaires. Alors, France, cité, c'est Parmentier, donc pas du tout dans la zone océan Indien, Normandie-Caen. On s'est associés, on a mis en commun nos techniques, notre technicité, notre expertise autour du numérique. Certains étaient très avancés, d'autres absolument pas. Les équipes qui n'avaient jamais même touché, alors je dis pas un ordinateur, mais en tout cas une plateforme LMS. Mais notre souhait, c'était vraiment de répondre à ce marché. On l'a fait. Ça a été un grand challenge. On a construit ensemble donc, tout ce qui est modalité pédagogique, déroulé pédagogique. On a mis nos experts ensemble et nous avons relevé ce défi, nous avons obtenu le marché et nous avons pu construire, en tout cas de cette synergie, de façon un peu holistique, une approche et ce qui nous a surtout, en tout cas dans ce projet que nous avons déployé, on a monté 4 promotions donc, financées par le ministère du Travail, des certificateurs qui ont aussi joué le jeu, puisque les certifications, nous avons pu les passer en distanciel. Et surtout, j'ai échangé tout à l'heure avec ma voisine, Amalia, en expliquant qu'en plus, le public visé
n'étaient pas c'était des infra-bacs, donc des personnes qui n'avaient pas forcément le bac. Et on a touché tous les territoires au niveau national. Ça a créé vraiment une cohésion. Ça a permis à des personnes de rester quand même en emploi, de poursuivre un cursus. Donc là, le numérique, je veux dire, a permis un accès au savoir et à un diplôme d'État. On a ainsi développé 4 promotions d'accompagnants éducatifs et sociaux qui peuvent intervenir dans des écoles, dans des établissements scolaires, dans des établissements services médico-sociaux. Voilà, c'est une aventure que nous poursuivons, puisque l'enjeu en fait de se créer en groupement, c'est de pérenniser la création d'un groupement. Donc on poursuit aujourd'hui et on a répondu à un appel à projet qui s'appelle Définum, un défi numérique autour de la formation, et nous construisons dans différents supports. Nous sommes 12 établissements de formation au travail social, 2 start-up, et nous construisons différents supports numériques pour faciliter quand même l'accès au savoir et avoir d'autres approches que le face-à-face. Donc on a ce qu'on appelle des capsules numériques, de la réalité virtuelle et des serious games. Donc voilà, je refais, on a un petit stand IRTES, donc si vous voulez aller vous essayer à la réalité virtuelle, on a plusieurs thématiques. Donc notre objectif, ça a été aussi de mettre dans un pot commun, donc à l'issue en tout cas de on est dans la conception aujourd'hui, on est vraiment dans la phase de conception, les 12 EFTS, on va faire un rendu en mai 2024 de la 2e vague. L'idée, c'est d'avoir quand même 96 supports et thématiques différentes autour, alors touchant évidemment le secteur du social et du médico-social, mais tout ce qui est lié aux violences intrafamiliales, protection de l'enfance, pour en citer quelques-uns. Et c'est aussi, à travers ça, c'est de donner aussi la possibilité à chacun de vivre l'expérience en immersion, de quelqu'un qui vivrait de la violence intrafamiliale, de prendre la place aussi de l'auteur, et puis par exemple de prendre la place du gendarme ou de l'avocat, et aussi permettre du droit à l'erreur pour en tout cas des étudiants. Et puis on a d'autres objets comme le harcèlement scolaire, des sujets d'actualité, harcèlement sexuel, pour en citer quelques-uns. Mais on se rend bien compte aujourd'hui avec l'arrivée, en tout cas l'avènement du numérique, que seul en tout cas on n'ira pas bien loin et qu'on a vraiment besoin d'une synergie, d'associer nos forces vives pour aller ensemble plus loin. Merci. Monsieur Martelette, oui. Oui, alors moi je voulais peut-être rebondir sur un point d'actualité qui s'est peut-être ouvert hier, tout simplement la France numérique ensemble. On pourrait illustrer un petit peu le projet global et où chacun pourrait, en tout cas en tant qu'acteur, pourrait s'inscrire. Donc je pense que c'est important de pouvoir se fédérer, parce qu'on a quand même une déclinaison territoriale. Et c'est une chance de ne pas avoir un programme national qui est descendu à 100% et qu'il puisse y avoir justement une coloration territoriale, et c'est très important. Donc je pense que là-dessus, ce qui est parfois gênant, c'est que la communication, on va dire, pour s'inscrire en tant que partenaire, on n'a pas forcément. Et donc du coup, des NEC, des espaces de rencontre permet aussi justement de partager avec d'autres partenaires, de pouvoir montrer dedans. Et là, on voit que chacun peut amener justement avec la thématique qui est menée, c'est-à-dire sur un projet global, on a forcément une complémentarité. On a certes des objectifs, des entités, ou on va dire une coloration particulière, mais pour autant on peut être complémentaire, on peut se suppléer, on peut se coordonner sur certains points, et surtout avec ce projet global, on peut aussi être cohérent. C'est ça qui est important. Et cohérent pour qui? C'est surtout pour nous. Merci beaucoup. En effet, c'est très intéressant. Maintenant qu'on a dégrossi un peu sur l'idée des ressources et de se dire que 1 plus 1 égale 3, et qu'on a beaucoup plus d'impact en se mettant ensemble. Et le deuxième point qui est quand même souvent dans mes expérimentations de collectif, un point assez sensible de comment est-ce qu'on satisfait chacun autour d'un projet global et d'une vision qui fédère tout le monde. On va passer au dernier point, le dernier axe qu'on a choisi d'aborder, qui est de clarifier la distinction entre coopération et collaboration. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ici dans le public, mais lors d'un MOOC des Colibris sur la gouvernance, ils abordaient le sujet et ils expliquaient qu'en fait, la coopération, c'est travailler conjointement avec quelqu'un, et la collaboration, c'est travailler en commun à quelque chose. Du coup, j'aimerais savoir un peu comment est-ce que chacun des intervenants se situe dans ce scope de la coopération à la collaboration, et peut-être de la collaboration et de la coopération.
Oui, rapidement. Quand j'ai préparé cette table ronde avec Michel, c'est un des sujets sur lesquels j'ai un petit peu buté parce qu'effectivement, moi, j'avais pas conscience de la différence, enfin de la subtilité entre coopération et collaboration. Et pour vous donner un exemple, l'année dernière, chez Maïs Connect, on a participé à un programme coopération sur le territoire de la métropole de Lyon, où on présentait du coup toute cette logique de commun, plutôt de collaboration que je vous expliquais juste avant. Et en fait, on s'est rendu compte que les apports du programme coopération, qui sont en fait très bien pour amorcer des collectifs qui n'existent pas, et ben, sont pas assez loin pour pousser justement des collectifs qui existent déjà et qui veulent faire plus et faire mieux. Donc ça a été vraiment un peu une révélation pour moi de connaître cette différence parce que justement, en tout cas nous à notre échelle, on s'est rendu compte qu'on voulait pour les prochaines années être beaucoup plus dans la collaboration que la simple coopération qui peut avoir sa pertinence pour certains sujets. Mais pour la problématique que je vous ai exposée tout à l'heure, on est vraiment dans une logique de chacun travailler à notre manière pour atteindre cet objectif de réduire la fracture numérique liée à l'équipement. Et on n'est pas en train de dire, et je trouve que c'est assez important de le rappeler, qu'il y a une manière de faire. Je pense que c'est ça aussi qui est important dans cette distinction, c'est que dans la coopération, on s'accorde tous sur une manière de faire dans laquelle on va chacun se répartir des rôles. Et dans la collaboration, on est vraiment dans chacun apporte sa manière de fonctionner et contribue à l'objectif à son échelle. Et donc la boucle est bouclée avec le fait de maximiser l'impact. Voilà. Merci. Donc moi je vais prendre l'exemple du tiers-lieu où je participe à la raffinerie. Les deux notions sont hyper importantes, la collaboration et la coopération. Souvent on commence par de la collaboration, c'est-à-dire qu'on va avoir en commun, on va fixer nos règles ensemble. Donc c'est vrai que nous on est un projet qui s'inspire beaucoup de la sociocratie, de l'holacratie, de plein de concepts qui existent déjà. Et c'est vrai que on est allé choisir un peu ce qui nous plaisait là-dedans. On n'a pas appliqué tel quel les propositions. Et je pense que pour notre cas, on fait de la collaboration pour créer nos règles en commun, créer nos rôles, et ça reste toujours en place. C'est-à-dire que ce principe de collaboration où chacun a son mot à dire et chacun fabrique un commun. Voilà, dans les tiers-lieux, le mot commun a énormément d'importance parce que c'est une fabrique de commun aussi, les tiers-lieux, que ce soit des espaces, que ce soit des activités, que ce soit des concepts ou des process. Et après, la coopération arrive dans un second temps où, cette fois, il va y avoir des rôles, ce genre de choses qui vont permettre de concrétiser, on va dire, et de faire en sorte que ça roule et qu'on puisse se baser sur quelque chose de concret qui, pour moi, c'est un mix des deux qui permet, on va dire que la collaboration va ensuite apporter la coopération. Merci beaucoup pour ce point de vue. On ne fonctionne pas dans la même temporalité, du coup, c'est rigolo. Non, en même temps, c'est-à-dire que c'est l'un qui amène l'autre. C'est un processus continu, la collaboration. Mais on voit que pour que les choses se concrétisent, si on reste toujours dans la collaboration, on va rester un petit peu dans le flou constant, avec plein de formes d'organisation différentes, c'est bien. Mais si on veut après construire, il faut mettre une brique. Et mon point de vue, mettre la brique, c'est mettre un peu de coopération. Et on va fabriquer la brique en collaboration et puis on va la poser. Et pour moi, la coopération, ce sera la brique. Ok, merci. Je vais compléter du coup parce que on est un petit peu du même avis. Hein. En effet, là, on va prendre l'exemple par exemple d'un appel à projet où il y a différents acteurs qui vont se mettre en place. Financeurs, prescripteurs si besoin est, structures de formation par exemple. Et là on est sur un travail de collaboration en tous les cas au départ pour un projet commun. Et je placerai la coopération plus sur la partie opérationnelle, donc peut-être moins structurelle, plus de professionnel à professionnel du coup, pour réaliser ce projet. Donc en effet, les deux communiquent, mais on part toujours de la collaboration initiale en tous les cas,
pour arriver à de la coopération et à la réalisation d'un projet dit commun en tous les cas. Et je reviens sur la petite question, le petit propos tout à l'heure concernant la notion de projet. Je pense que ce qui est essentiel en fait dans la notion de projet, c'est déjà le fait de construire des relations dès le départ, en amont, en prenant le temps de construire la relation et de s'entourer des bons acteurs, que ce soit des financeurs, des prescripteurs, des acteurs de la formation, des tiers-lieux, des structures d'insertion par activité économique aussi. Et il faut prendre le temps de construire ces projets en commun par justement de la collaboration au départ, puisque c'est une superposition de vision dans un objectif et un enjeu qui est commun, puis ensuite aller vers de la mise en action et de l'opérationnel sur du coopératif. Merci beaucoup. Très intéressant, en tout cas, cette vision, je ne sais pas si c'était clair déjà dans le public, le coopération, collaboration, mais j'aime beaucoup les regards et de me dire que je ne sais pas si jamais il y a un bon sens de l'un à l'autre, ou l'autre sens est mieux, mais en tout cas, je trouve ça intéressant les allers-retours que chacun fait dans ses pratiques. Oui, voilà, je voulais juste rajouter quelque chose, que ce soit coopération, collaboration, en tout cas, et rejoindre mes collègues, en tout cas, mes collègues intervenants. L'objectif, c'est vraiment la pérennité. La pérennité, en tout cas, des actions, parce que je pense que c'est voilà, le sens, en tout cas, de se dire si on collabore ou on coopère, c'est de pouvoir pérenniser dans le temps, en fait, un projet, d'ouvrir aussi, alors le fait de collaborer ou coopérer, c'est aussi d'ouvrir les possibles pour chacun, de s'appuyer sur des réseaux qui sont peut-être différents, des points de vue différents, et de mettre tout ça dans le respect de chacun, de se mettre en commun, et de mettre en commun tout ce qui est disponible pour un objectif commun. Je pense que c'est l'essentiel. Merci. Donc oui, pour compléter un peu la distinguo entre coopération et collaboration, l'autre façon que j'ai de le présenter, c'est de dire que la coopération, c'est des objectifs autour d'un chantier, et la collaboration, c'est des chantiers autour d'un objectif. Donc du coup, ça va peut-être clarifier un peu. Monsieur Bordelais, vous voulez peut-être rajouter quelque chose là-dessus sur comment est-ce que vous coopérez, collaborez? Je pense que vous l'avez bien résumé. Effectivement, dans une première définition, c'est chacun amène quelque chose. Et dans l'autre définition, on amène et on partage les moyens. Et c'est vraiment, d'abord effectivement on collabore, ensuite on coopère, mais on n'est pas tout à fait sur la même étape lorsqu'on coopère. C'est-à-dire qu'on appréhende beaucoup plus, on a déjà un commun, on a déjà un commun qui est co-construit. Et ce qui est important, c'est de co-construire et co-partager. Si ces deux éléments ne sont pas partagés, en tout cas amenés, la coopération sera difficile, puisqu'après on revient à la collaboration, puisqu'on garde un peu son entité. Tout à chacun, l'entité est importante, mais dès lors qu'on arrive à la coopération, ça veut dire qu'on arrive maintenant presque à fusionner. Non pas qu'on est peut-être dans une fusion physique, mais en tout cas, partager les moyens, c'est déjà une grande étape pour aller de l'avant. Et dans la coopération, ça veut dire qu'on a balayé un bon nombre d'éléments ou de réticences ou d'appréhension par rapport à un partenaire. Du coup, effectivement, d'abord un partenariat et une collaboration, et ensuite pour aller plus loin vers une collaboration. Mais ça suppose parfois quelques années, quelques temps, on va dire, mais nécessairement le temps aussi amène à une collaboration. Merci beaucoup. Et sur cette dernière intervention sur ce thème, je vais maintenant ouvrir au public les questions, et je vois qu'il y en avait déjà une, donc je passe le micro. Je voulais ce moment interactif et vivant, donc l'idée c'est aussi qu'il soit co-construit. Donc vos questions vont permettre d'éclairer quelques points et nourrir encore le débat. Bonjour, Jérôme Maillot. Donc en fait, sur le sujet de comment éviter la concurrence, je vais d'abord contextualiser avant de poser ma question. À La Réunion, il y a l'exemple des brasseries de Bourbon qui s'appuie sur ses concurrents et qui a tout son dispositif de logistique qui lui permet de livrer ses produits et du coup propose à ses concurrents de livrer les leurs. Il fait les bières, d'autres font des softs, il fait la livraison pour ses concurrents. Donc c'était un fait concret et ça permet donc de contextualiser ma question qui vient ensuite. Merci pour la définition de coopération et de collaboration. Je reste quand même un peu sur ma faim. J'ai eu une piste de réponse avec Amalia qui
disait qu'il faut créer un collectif de ressourceries, par exemple. Ma première question serait quel est l'intérêt? C'est-à-dire si chacune, il y a déjà plusieurs ressourceries, si chacune des ressourceries travaille dans son... Quel est l'apport de ce collectif? Et ma deuxième question est plus générale. Quelle pourrait être la piste de collaboration ou de coopération qui vous relierait tous? Voilà. Du coup, pour répondre à la première question, c'est vrai que du coup, je ne me suis pas trop étalée dessus, mais dans notre collectif, on a des structures qui sont concurrentes. C'est un peu la force de les réunir autour d'une problématique qui n'appelle pas vraiment, et c'est ce que dit, enfin, voilà, il y a un côté qui est très émausien là-dedans, et je ne sais pas si vous avez vu le récent film sur l'abbé Pierre qui est sorti et qui rappelle un peu cet esprit de, en fait, on va pas on va pas plaquer les logiques de concurrence à tout ce qui est solidarité, etc. Pourquoi? Parce que c'est pas les valeurs qu'on partage au sein du mouvement, et tout ce projet en fait a été pensé au départ avec des structures du mouvement Emmaüs, et elle s'est élargie ensuite à d'autres structures qui nous ont rejoints sur la question des valeurs. Et nous, notre objectif premier, c'est d'équiper à tarif solidaire, c'est de proposer une offre solidaire pour les publics qui sont en fragilité. Aujourd'hui, un ordinateur, même sur le marché du reconditionné, c'est un RSA. C'est pas possible pour les personnes qui sont au RSA de s'équiper, même sur le marché classique. Donc c'est la raison pour laquelle on porte ce message. Et aujourd'hui, quand on place, je prends les grands qui sont plutôt sur le territoire hexagonal, donc Atelier du Bocage, Ecoder, AFB, tous les grands du reconditionnement, qui sont des structures d'insertion, des structures qu'il faut justement s'appuyer sur les orientations, sur nous, le besoin qu'on a de mettre en commun sur les compétences de réparation, de reconditionnement, de sourcing du gisement, voilà, toutes ces choses-là qui font que quand on répond à des appels à projets, et nous on est en train de le faire là via des grands appels à projets de l'ADEME de cette année, où on est du coup beaucoup ensemble pour répondre à ce gros appel à projets et pour potentiellement lever des centaines, voire des millions d'euros pour mettre en place nos projets. Voilà. Monsieur Gaillot, peut-être une proposition concrète de date pour se retrouver à la raffinerie à en discuter? Oui. Alors, avec le micro, s'il vous plaît, pour ceux qui sont en visio. Merci. Donc oui, pas de proposition de date, parce qu'en fait la raffinerie déménage. Voilà, donc mais incessamment, en fait, on avait un gros site sur Savannah, l'ancienne usine de Savannah, et là on va avoir une partie du village Corail à l'Hermitage. Donc on va voilà, ça va être une autre ambiance avec des publics différents, et donc là normalement à Noël on commence le déménagement, donc ça a été très rapide. Voilà, donc toujours dans les mêmes missions, toujours sur un format tiers-lieu, avec d'autres publics et encore plus de publics précaires, parce que voilà, c'est aussi notre mission et on est très contents. Donc oui, pourquoi pas des tables rondes, on en fait régulièrement sur ce sujet, avec plaisir, mais plutôt premier semestre 2024, voire deuxième. Merci beaucoup. Et sinon, moi j'aimais bien toutes ces réponses. Et c'est vrai que moi, c'est vrai que la concurrence et les bénéfices, je trouvais que les bénéfices, c'est vrai que c'est bon, on pense financier, mais quand on regarde la raison d'être de chaque structure, qu'elle soit à recherche de bénéfices ou non, il y a toujours une raison d'être, et c'est ce qui relie aussi les gens, et c'est ce qu'ils font réseau. Et là, ça casse cette dynamique de concurrence parce que on a la même raison d'être, ou qui se rapproche. Bon, voilà, c'est ça qui est aussi important. Merci. On ne va pas se lancer sur le sujet de la concurrence et la définition de la concurrence aujourd'hui, mais je vous invite à découvrir le jeu Anti-Monopoly, qui est la version officielle du jeu, qui a été un plagiat de Parker, qui explique très bien la différence entre un monopoliste et des concurrents, et comme quoi être concurrent, ça peut être très simple. Est-ce que j'ai une autre question dans le public qui nous reste encore un peu de temps? Qu'est-ce que vous aimeriez clarifier, demander à nos intervenants? Moi, j'aurais une question pour vous et qui va rejoindre un peu celle-là.
Dans ces 2 jours qui ont eu lieu là hier et aujourd'hui, avec les différentes interventions, différentes rencontres, le déjeuner qui arrive où je pense que ça va encore continuer de l'émulsion et que vous allez continuer à co-construire, est-ce que vous auriez des projets ou des choses concrètes qui sont un peu sur le feu dans cette idée de coopération, collaboration, vous pourriez avoir besoin d'aide? D'aide ou un appel à justement collaboration, coopération. Alors nous, on a répondu à plusieurs projets d'amis, enfin appel à manifestation d'intérêt de la région Réunion. Oui, nous sommes à la recherche de sourcing. Nous avons monté 3 projets. Le premier concerne des seniors. Dans tous ces projets, nous avons été chercher des partenaires qui pourraient être des concurrents, mais des structures qui quelquefois sont plus petites que l'IRTS. Donc l'objet, c'est de mettre ensemble et voilà, de mettre ensemble pour un objectif toujours commun. Le premier projet, c'est ce qu'on appelle de la VAE, des actions de formation en situation de travail, qui touchent plutôt les publics des plus de 50 ans, pour valoriser leurs acquis d'expérience. On va ouvrir en décembre et aujourd'hui, nous n'avons pas de sourcing. Voilà. La difficulté pour nous, c'est derrière les projets, c'est d'avoir du public, quand même on sait que le besoin est existant. Et on a un autre projet qui est lié au métier du domicile, pareil, donc la région Réunion Finance, c'est porté par une branche professionnelle du métier du domicile. Et voilà, c'est à titre d'exemple, mais dans le pot commun, on recherche des candidats qui seraient intéressés par ces métiers du domicile. Les formations démarrent en décembre et nous avons les fonds. Donc vous voyez, c'est pas toujours une question financière, mais on n'a pas toujours le public derrière. Donc voilà, je lance un appel, en tout cas à candidats qui seraient intéressés. Merci beaucoup. J'ai une demande aussi. Alors il y a un tiers-lieu qui s'est monté dernièrement et qui a rejoint la fédération qui s'appelle Casanu. C'est un tiers-lieu monté par la Croix-Rouge et qui s'est spécialisé dans les anciens et qui, voilà, donc ça pourrait être des candidats potentiels et c'est super ce qu'ils font. Voilà, ils font de la radio, ils font des repas, ils font des choses. Et ils ont besoin aussi de partenaires, de choses comme ça. Donc la Croix-Rouge, donc à Saint-Denis, Casanu, ça s'appelle. Merci. Non, mais moi j'ai déjà fait un peu un appel tout à l'heure, donc je vous le redis, on cherche, si vous connaissez des petites associations qui font de la réparation, du réemploi et qui sont prêts à s'engager dans une offre solidaire et qui veulent en apprendre un peu plus, et on a ce grand collectif qui se lance sur cette fin d'année et dont la page est disponible sur le wiki de l'appel à commun de l'ADEME. Voilà, donc si ça vous intéresse d'aller jeter un œil, on est dessus. Merci. Alors nous, c'est la même chose, hein, c'est toujours la notion de sourcing qui reste complexe, même si nous avons la chance d'être entourés de différents dispositifs qui nous orientent ou de prescripteurs. Nous travaillons en ce moment sur des SAS, de compétences informatiques fondamentales. Donc on a trois filtres particuliers. Le premier est un SAS sur le français objectif spécifique, donc on vise un public de personnes, alors non pas complètement allophones, mais qui ont des difficultés avec le français et surtout l'utilisation du français dans le numérique. Le deuxième SAS est un SAS qui va être orienté 100% femmes. Donc on a une promo en ce moment d'ailleurs qui est exceptionnelle, mais on a eu beaucoup de difficultés à sourcer, donc toujours sur des compétences informatiques fondamentales, l'utilisation d'un ordinateur. Alors, pas plus tard qu'hier par exemple, elles étaient toutes heureuses parce qu'elles sont capables aujourd'hui d'envoyer un mail avec une pièce jointe. Et pour ces personnes-là au départ, au moment du positionnement, c'était pas du tout quelque chose d'envisageable, même ne serait-ce que d'écrire un mail tout court. Et notre troisième SAS, c'est un SAS aussi en compétences informatiques fondamentales, mais avec une teinture cybersécurité, c'est-à-dire comment je sécurise aussi bien mon ordinateur que mon smartphone. Et on a aussi des difficultés, bien évidemment, de sourcing sur des candidats qu'on pourra ensuite accompagner sur des formations. Et pour te répondre, nous avons aussi
sur notre SAS 100% femmes, je pense, des candidates en sortie qui pourraient, en continuité pédagogique chez toi, donc on se connectera. Voilà. Merci beaucoup, désolé pour la sonnerie. Je suis assez content d'avoir tenu mon timing. Il nous reste 5 petites minutes avant la fin du temps qui nous était donné. Est-ce que ça a soulevé des questions, des réflexions ou des remarques dans le public? Non? Oui? Ah. Juste une remarque, bonjour. C'est qu'en fait, vos dernières prises de parole montrent bien qu'effectivement, c'est la méconnaissance en fait, de l'écosystème qui fait que chacun de notre côté, on répond à des appels à projets, mais sans avoir les tenants et les aboutissants pour le mener à bien intégralement. Et je crois que c'est Ange tout à l'heure qui disait ce qu'il faudrait, c'est arriver, surtout, c'est à se connecter avant de pouvoir faire ce maillage, ces réseaux, etc. Et je pense que c'est là qu'il manque quelque chose. Il manque une institution, que ce soit État, région, département, qui permettent un petit peu de concentrer tout le monde, les bonnes énergies, les bonnes volontés, et organiser justement des mises en réseau de cette manière afin de pouvoir faciliter les réponses en consortium dans les appels à projets, et non pas que chacun le fasse, parce que je vous prends un parti, mais c'est la même chose pour... alors moi c'est l'association WebCut, mais c'est la même chose. On répond à des appels à projets, et après on se dit, maintenant il va falloir aller trouver les bénéficiaires, etc. Donc voilà, il y a peut-être un manque à ce niveau-là, je pense, dans la mise en place des coopérations, pouvoir mieux se connaître. Aujourd'hui, voilà, c'est sympa, maintenant j'ai le nom de quelqu'un à l'IRTS, ça peut nous permettre d'avoir un relais si on cherche des bénéficiaires chez les travailleurs sociaux, etc. Mais il faudrait que ce soit un petit peu plus systématique, ce genre de mise en réseau, de liens au travers d'événements ou d'autres choses qui seraient promues, en tout cas impulsées par la région, la préfecture, etc. Merci beaucoup. Juste pour réagir rapidement sur ce que vous venez de dire, la région a une obligation de communication et de transparence à travers un site qui s'appelle Open Data, et je vous invite à prendre contact pour pouvoir transmettre des données brutes qui seraient exploitables, qui permettraient, d'avoir un lien, de la visibilité et d'être identifié sur un site qui fait quand même beaucoup de passages et qui en fera de plus en plus, puisque c'est vers là qu'on tend. C'est une bonne première piste. C'est déjà une piste. Ouais, mais je pense que le côté annuaire, en fait... Excusez-moi, juste pour les personnes en visio. C'est une bonne première piste, mais ça reste un côté très annuaire. Il y a d'autres événements comme aujourd'hui qui permettent, mais ça peut être un complément. Exactement, parce qu'après, en fin de compte, on peut trouver nous-mêmes quelque part les fiches des structures en se disant, tiens, eux, on dirait qu'ils répondent à cette problématique et on pourrait, pourquoi pas, les contacter pour. Mais après, on ne sait pas trop dans quoi on va s'embarquer, on ne sait pas trop avec qui on va prendre contact, etc. Et c'est vraiment plutôt sur les relations humaines et les échanges autour de forums comme NEC974 par exemple, qui permettent de tisser des liens, je pense, beaucoup plus propices après à la coopération. En effet, merci beaucoup pour ces remarques sur à la fois l'annuaire, une option intéressante, et l'événement qui permet de faire se rencontrer les personnes de cet annuaire sont tout aussi importants. Et je pense que c'est sur cela qu'on va se quitter. Et vous avez le déjeuner qui suit pour continuer ces échanges qui commençaient à prendre. Et une dernière remarque peut-être? Non? Très bien. Et j'espère que en tout cas ces premiers échanges vont pouvoir continuer après. Et je vous remercie tous d'avoir été présents ici en tant qu'intervenants, en tant que public, et tous ceux qui sont aussi en ligne d'avoir suivi ce moment. Merci beaucoup et je nous souhaite une très belle coopération et collaboration pour la suite du projet. Merci.